Bonjour à toutes et à tous. Bon, je pense qu'on a déjà un certain nombre de personnes qui sont en ligne. J'espère que tout le monde va bien, que vous m'entendez bien, hein, que vous avez des bonnes conditions pour écouter ce webinaire. Alors, je reprends juste le titre, hein, Covid-19, tourisme et perspectives de reprise en Corse. Comment envisager une reprise des activités avec le CFA universitaire qui a un lien naturel hein, avec, bonjour, la fédération, la FROTSI. euh, je vois les personnes qui se connectent au fur et à mesure. Alors, je vais essayer de reprendre mon propos et attendre encore une minute pour que tout le monde soit présent. Voilà, je reprends mon propos, hein. Bonjour à tout le monde. Bonjour à toutes et à tous, hein, j'espère que vous allez bien. Alors, le principe de ce webinaire, il est simple, hein, tourisme et perspectives de reprise en Corse. Nous avons travaillé avec le CFA universitaire et l'Université de Corse dans le but d'essayer de donner quelque chose aux entreprises, à nos entreprises partenaires avec lesquelles nous travaillons tous les ans pour des contrats d'apprentissage, pour mettre au point nos formations universitaires, pour travailler sur les compétences, pour les stages. Bref, on a ce lien privilégié. J'en profite pour me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis donc Alain Escoffier, je travaille essentiellement pour l'IAE, bien sûr pour le CFA et pour l'IUT de Corse à l'université. Et je suis spécialiste du tourisme depuis non, une vingtaine d'années. J'ai eu la chance de travailler à la fois comme guide et comme agent de voyage. J'ai eu la possibilité de créer 2 entreprises. Je travaille dans la formation professionnelle et l'enseignement universitaire technologique supérieur depuis pas mal d'années et je voulais un petit peu partager mon point de vue, surtout sur le plan stratégique, pour savoir comment on pouvait envisager, quand on est une entreprise touristique en Corse, ou un acteur institutionnel, même un office de tourisme, comment est-ce qu'on peut envisager une reprise des activités par rapport à cette période qui est tellement exceptionnelle et qui, vous allez voir, et vous le savez déjà, pose pas mal de questions. Pose pas mal de questions. Il y a pas mal d'angoisse, pas mal d'anxiété, et on va voir qu'on peut travailler sur la confiance. Alors, pour être rapidement, hein, le but c'est pas d'être trop long, le but c'est d'essayer de partager un petit peu mon avis et mon analyse. Elle va être découpée en 5 parties. Vous allez voir, bon, je repose les faits hein, sur le Covid-19, un étrange virus, bien sûr sur l'impact de la pandémie, sur le tourisme, les principaux faits par rapport à cette situation, et bien évidemment toute l'incertitude que l'on peut mettre en perspective, et pour terminer par les éléments de reprise d'une activité, puisque c'est la question principale, hein. Bien sûr, je ne vais pas vous donner des pistes toutes faites, il n'existe pas de solution toute faite, hein. Quand on est un entrepreneur ou un manager, on doit prendre du recul, essayer d'avoir une analyse la plus fine et précise possible, mais après, il faut décider. Et quand on décide, eh bien, il y a des choix à faire. Et ces choix, ce sont des choix qui doivent être stratégiques. Donc, c'est bien de prendre un moment. On a encore quelques jours pour réfléchir, surtout pour les entreprises du tourisme qui sont saisonnières, euh, par rapport à des délais d'ouverture hein, et par rapport aux conditions sanitaires. Et je pense que c'est le moment de prendre ce recul, voilà, qui est important. Alors, pour commencer, bien sûr, rapidement, hein, sur la pandémie Covid-19, c'est un virus assez étonnant. Finalement, il a débarqué il y a très peu de temps. Ce qu'il faut retenir très rapidement, c'est un virus pathogène et asymptomatique. Ça veut dire que la plupart des personnes, une grande majorité, sont porteurs de cette maladie, mais sans symptômes. Sans symptômes. De même que vous allez voir que
un certain nombre de personnes qui ont des symptômes en guérissent assez rapidement et le nombre est assez élevé. Le seul souci, c'est que nous n'avons pas des informations très précises. Bon, les origines pour revenir aux origines, finalement, tout a commencé sur un marché, mais si je mets en avant ces origines, c'est simplement pour le fait que il n'y a pas aujourd'hui de certitude sur l'origine de ce vaccin. Le, euh, Certainement un marché animalier, un marché d'animaux sauvages en Chine, du côté de Wuhan, mais il va falloir vraiment mettre faire une recherche très précise. Il va falloir que des scientifiques aillent sur place pour retrouver les origines de ce virus, et ça, c'est fondamental. Voilà. On n'aura pas de certitude sur ce plan-là tant qu'il n'y aura pas eu d'enquête épidémiologique sur les origines de ce virus. Voilà. Il a été transmis de l'animal à l'homme, ça c'est un fait. Il faut l'avérer par des études scientifiques importantes. Alors, le diaporama va se remettre en route. Il y a eu une interruption. Vous allez le voir à nouveau s'afficher. Voilà. Juste une précision, je suis allé chercher. Alors, vous aurez la possibilité d'avoir un accès à ce diaporama. Je suis allé chercher toutes mes informations, bien évidemment, avec un certain nombre de sources, hein, et je vous les présente dans ce diaporama. Donc, quand vous le récupérez, vous pourrez vraiment y avoir accès. Je reviens ce virus. Alors, bien sûr, maladie animale transmissible à l'être humain, l'enquête n'est toujours pas menée. C'est important pour savoir quand est-ce qu'on va sortir de cette histoire, hein. C'est important à savoir. Des mesures sanitaires ont été prises pour endiguer sa propagation. Ça, on a tout de suite choisi la mise en quarantaine et le confinement à partir de ce qui a été fait en Chine. Alors, je vous ai fait un petit historique rapide, hein, pour que vous voyez l'historique de ces événements. Ça a commencé en Chine. Le confinement de la Chine était au mois de janvier. Le 26 février, nous avons le premier décès, hein, d'un Français. Le 8 mars, il y a déjà 1000 cas en France, 110 000 dans le monde. Le 17 mars, le confinement entre en vigueur. Aujourd'hui, ça fait quasiment 2 mois. Le 5 mai, on a les premières perspectives parce qu'il y a un ralentissement de l'épidémie, en tout cas de la propagation du virus sur le continent européen. Les États-Unis sont aujourd'hui le pays le plus touché. Alors, bien sûr, j'ai dans le diaporama, j'ai des faits qui sont beaucoup plus précis, hein. Le but, c'est que vous ayez quelques éléments qui vous permettent de réfléchir et d'avoir une mise en perspective, hein, historique. On a un choc d'entrée qui concerne l'offre et la demande. Voilà. Et ça, vous pouvez le voir très facilement. Immédiatement, il y a un arrêt des activités qui est lié à l'impact sanitaire, voilà, et l'impact du confinement. Et ça, il faut bien le réaliser. C'est le premier souci, hein, lié à ce virus, c'est qu'il a fallu arrêter les activités. Et apparemment, ça a l'air d'être la seule solution pour qu'on puisse bloquer sa contamination, car il est hyper contagieux. Voilà. Donc ça, vous le savez déjà. Je préfère le rappeler pour qu'on puisse voir vraiment mesurer l'importance de ce phénomène. Euh, Ensuite, il reste quelques éléments à voir. Bon, alors, dans le monde aujourd'hui, hein, au 6 mai, on a à peu près 4 milliards de personnes, d'individus qui sont encore confinés. Vous avez le chiffre des cas qui sont confirmés. Vous regardez le nombre de personnes guéries et les décès qui sont d'un peu plus de 250 000 personnes. Effectivement, c'est une pandémie qui a touché tous les pays du monde, mais à des degrés différents. C'est ce qu'on va voir. Là, vous voyez sa propagation un peu sur ce schéma avec l'évolution du nombre de morts. Aujourd'hui, l'Europe fait partie des pays des continents les plus touchés, mais les États-Unis sont désormais le pays qui connaît le plus grand nombre de cas. Alors, est-ce que c'est dû à
à un confinement qui s'est fait plus tardivement? Est-ce que c'est dû... Il y a beaucoup d'éléments d'explication qu'on n'a pas encore, hein. C'est bien ça qu'il faut comprendre et qui est pas simple du tout. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu les chiffres et vous voyez un peu les progressions. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore retournés vers une décroissance, mais les premiers signes de ralentissement sont évidents et visibles. Alors, les symptômes, pour les rappeler, hein, perte du goût, fièvre, toux, difficulté à respirer, courbature. Pourquoi est-ce qu'il faut connaître ces symptômes aujourd'hui? Parce qu'il n'existe toujours pas de test qui soit, j'allais dire, unique pour tous les pays et pour toutes les régions. Alors il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises, hein, pour tester. Euh, pour l'instant, il faut s'en tenir aux cas qui sont symptomatiques, mais le souci reste les nombreux asymptomatiques qui, eux, peuvent porter le virus et du coup le transmettre. Voilà. C'est un peu ça le souci. Donc si on, on se rappelle de ça, on comprend que c'est très contagieux. Donc pour la reprise des activités, ça pose le problème principal. Surtout qu'on sait aujourd'hui que ce sont les pièces qui sont closes et peut-être la climatisation qui peut être un vecteur important. Donc pensons aux clients qui vont se retrouver peut-être dans des salles éventuellement avec de la climatisation. Il y a déjà eu deux études, hein, une en Chine et une aux États-Unis, qui ont permis de voir une transmission du virus d'une table à une autre dans une salle de restaurant. Alors au départ, on pensait que c'était la climatisation. Alors la climatisation est incriminée, mais incriminer aussi le fait que la pièce soit close. Le virus tient plus longtemps, hein. Alors, l'autre difficulté, c'est la période d'incubation du virus. Alors, on nous dit entre 2 et 14 jours, une moyenne estimée à 7 jours, mais en réalité, on a des cas qui sont extrêmes, certains qui se sont déclarés très vite symptomatiques, d'autres non. Euh, là encore, on a encore des informations très imprécises. Idem pour le taux de létalité ou le taux de mortalité. Il est, en fonction des pays, en fonction des études, entre 1 et 15%, mais tous les pays n'ont pas les mêmes données, tous les pays n'ont pas les mêmes statistiques. On peut aussi se dire que les statistiques sont des outils pour chacun des pays, des outils de communication politique. Donc, c'est très compliqué d'avoir des données qui soient fiables. Et c'est ça le problème. Le taux de guérison aussi est impossible à déterminer précisément. Il est élevé, hein, quand on compare le nombre de cas et le nombre de décès, mais là aussi, on n'a pas de certitude. Idem pour le taux d'immunisation. Est-ce que quand on a été porteur une fois, symptomatique ou asymptomatique, est-ce qu'on est immunisé? Quel est le degré d'immunisation? Il y a déjà eu des cas apparemment qui ont été plusieurs fois contaminés. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça ne l'est pas? Ça, ce n'est pas mon travail de le savoir. La seule chose que je constate finalement, c'est l'incertitude dans laquelle on se retrouve, hein. Alors, pour prévenir, un rappel, pour prévenir la propagation, les gestes barrières, la distanciation, le confinement et bien sûr la question des tests. La question des tests que j'ai déjà posée. Donc vous voyez qu'il y a des difficultés déjà pour nos métiers qui sont importantes. Les gestes barrières, c'est faisable, mais ça casse un petit peu la relation client et l'expérience client. La distanciation, c'est faisable, mais ça limite le nombre de clients. Le confinement, ça veut dire ne pas sortir et ne rencontrer personne. C'est encore plus compliqué. Voilà. Alors, comment et quand en finir? Là aussi, moi, ce qui m'intéresse, c'est de noter les éléments d'incertitude. Euh, à ce jour, malgré les polémiques, et je ne vais pas rentrer là-dedans, il n'y a pas de traitement réellement, euh, en tout cas certifié, sûr, prouvé scientifiquement. Il y a des traitements qui sont appliqués. Il y a ce cas, effectivement, de l'hydroxychloroquine, qui est une association médicamenteuse qui intègre notamment des médicaments qui ont permis, des antiviraux, rétroviraux, qui ont permis de lutter pendant des années contre le paludisme, notamment dans les pays intertropicaux. Mais il n'y a pas de, il y a beaucoup de polémiques, mais il n'y a pas pour l'instant de certitude. Voilà. Le vaccin, là aussi, on sait qu'il faut énormément de temps pour tester, pour expérimenter, pour être sûr. Et puis, est-ce que c'est la meilleure des solutions? On ne sait pas. Il existe un certain nombre de maladies pour lesquelles on n'a jamais trouvé de vaccin.
Voilà, donc là aussi, de l'incertitude. Fin de l'épidémie. S'il s'agit effectivement d'une épidémie virale classique, on peut s'attendre avec la fin de la période hivernale, ou en tout cas la fin de cette période de l'année, parce que dans certains pays tropicaux, il y a quand même des contaminations. On peut s'attendre à une décrue et donc à peut-être une disparition provisoire ou définitive. Certains chercheurs s'accordent à dire que c'est possible du virus. Peut-être qu'il reviendra, peut-être qu'il ne disparaîtra pas, on ne sait pas. Voilà. C'est un peu ce qui est certain, c'est que pour un pays, pour un territoire, il y a fin de l'épidémie quand il n'y a plus de contamination et quand on a une certitude pour deux cas, soit une vaccination, soit une contamination collective, donc avec un pourcentage supérieur à 50% de la population. Voilà. Euh, pour l'impact de l'épidémie, voilà, je vous laisse regarder ce graphique et l'analyser. Là aussi, voilà, vous avez la croissance de la zone euro entre le début du XXe siècle et le début du XXIe. Et vous voyez les grandes crises, notamment économiques, sur la zone euro. Bon, bien sûr, les guerres mondiales, la crise économique de 1929, la crise des subprimes, par exemple, en 2008, suivie de la crise de l'endettement et du financement en Europe. Vous voyez que déjà, la crise l'impact sur la zone euro lié à la pandémie Covid-19 est déjà très certainement la crise la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est déjà un élément de réflexion. C'est une crise sans commune mesure. Hein. Bon, je ne reviens pas sur quelques événements qui sont liés à la fois à la perte de confiance des investisseurs, notamment par rapport au krach boursier de mars 2020, mais aussi l'effondrement des cours du pétrole en avril 2020, mais ce sont des indicateurs. L'indicateur, bien sûr, important, c'est la chute du PIB mondial entre 3 et 7,5%. Mais on n'a pas de certitude. On n'a pas de certitude là aussi. On estime, hein, pour l'instant, on n'est qu'au début hein, de ce choc. Il y a un double choc de l'offre et de la demande. D'un côté, une baisse, un effondrement de la consommation des ménages lié aux mesures de confinement et peut-être aussi au manque de confiance. Ça aussi, il faudra peut-être en mesurer la proportion. Et puis un recul brutal du PIB qui est lié aussi au confinement. Alors la Banque de France parle de choc d'offres massifs et de choc de demande. Donc on a les deux qui se conjuguent, hein, baisse de la production, mise à l'arrêt d'usine, réduction de la fourniture de services, pareil pour la demande, une diminution importante de la demande, notamment dans les services, hein, les transports, l'hôtellerie-restauration, les locations, tout ceci est à l'arrêt et c'est justement ce qui pose problème, c'est ce premier choc. Donc on a après, sur les entreprises, si on analyse les faits, bien sûr, des pertes d'exploitation immédiates. Ça pose juste la question des entreprises qui étaient déjà en difficulté financière ou qui étaient déjà en difficulté soit de trésorerie, soit d'exploitation au début de la crise. Et elles auront vraisemblablement beaucoup de mal à s'en remettre. Les pertes d'exploitation sont directes et ne seront pas rattrapables de cette façon-là. Alors, des mesures de chômage partiel, bon, l'adjectif partiel ne convient pas en fait, hein, puisque c'est du chômage hein, technique. Bon, avec une prise en charge de l'État, on y reviendra. Une baisse des investissements, un arrêt d'activité, un manque de main-d'œuvre aussi. Comment faire dans certains secteurs d'activité, et notamment dans le tourisme, pour récupérer si éventuellement la saison pouvait se mettre en place, pour récupérer assez rapidement une main-d'œuvre saisonnière, la question se posera. Une risque de forte baisse du pouvoir d'achat, ça c'est un des indicateurs qu'il va falloir suivre pour la suite, parce qu'il y a deux éléments concernant les ménages et les clients. Donc pour certains, une baisse du pouvoir d'achat car ils n'auront pas eu de rémunération ou très peu pendant 2 mois. Pour d'autres, une épargne car ils auront continué à être salariés, ils auront pu travailler à distance et ils auront très faiblement consommé. Donc il faudra suivre ces deux éléments-là. Dans les mesures de soutien, il y a un bouclier de trésorerie, un fonds de solidarité,
et le dispositif du chômage partiel. On peut rajouter aussi une décision qui a été prise hier, le fait d'annuler ou de suspendre définitivement les charges pour les petites entreprises. Donc, acte 1, à court terme, il faut réagir par rapport à l'urgence économique. Acte 2, eh bien, il va falloir sortir du confinement. Ça, c'est en France, mais dans la plupart des pays européens, c'est le cas aussi. Et acte 3, il va falloir rassurer, redonner confiance pour relancer la consommation. Voilà. L'impact sur le plan sociétal et culturel, il faut aussi le mesurer, parce que ça va toucher vos clients. Il y a des conséquences visibles qui sont liées à la sociabilité, aux différentes fractures, les conséquences psychologiques. Alors, je vous cite, hein, bien sûr, le travail et l'école à distance pour la plupart des ménages, la fracture sociale, bien sûr, qui est toujours plus importante hein, pour les ménages qui ont de faibles revenus ou qui n'en ont presque plus, qui sont déjà dans des situations compliquées. La fracture numérique entre ceux qui ont un accès et la possibilité de travailler à distance et ceux qui n'en ont pas, il faut le reconnaître. L'angoisse et le stress, quelles vont être les conséquences psychologiques de ce confinement sur l'état d'esprit des individus. On va le savoir assez rapidement, mais il va y avoir des conséquences. À plus long terme, les risques de chômage sont importants. L'appréhension des clients, l'appréhension à aller, à se resociabiliser, à retrouver du lien, à retrouver finalement de la convivialité. On ne sait pas ce qui va en être. Pareil pour ça, c'est une conséquence peut-être positive. Peut-être que le travail à distance devra être intégré désormais dans nos comportements professionnels. Voilà. C'est un petit peu le côté positif. Et on en reparlera sur le plan écologique, ça peut être très important. La situation en Corse, bon, au 6 mai, on a 396 cas confirmés, un certain nombre de personnes guéries et 66 décès. Malheureusement, je dirais que l'impact de la pandémie a été limité grâce très certainement au confinement et aux mesures qui ont été prises très tôt, puisque une semaine avant le confinement, les écoles et l'université ont été fermées et ça a peut-être été un des éléments clés pour lutter contre cette pandémie. Donc on arrive dans une situation qui est positive sur ce plan-là par rapport au 11 mai et au déconfinement. Il faut se dire qu'on a peut-être réussi à limiter cette. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a plus de nouveaux cas. Voilà. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Ça veut dire que normalement, hormis des cas qui peuvent nous être importés, on ne devrait plus avoir de nouveaux cas. Et donc, le déconfinement va être un test. Et donc, je croise les doigts, comme vous, pour que ce soit une réussite. Alors, en revanche, sur d'autres plans, on a là d'autres soucis, bien sûr. On a déjà une économie fragile, avec un taux de chômage élevé, avec un tissu de petites et moyennes entreprises qui ont des situations financières qui sont disparates et parfois fragiles, une économie qui est dépendante des transports hein, aériens et maritimes. Et donc là, ils sont à l'arrêt, sauf pour les marchandises, bien sûr. Un poids du tourisme, je ne rentrerai pas dans les débats de savoir si c'est 30% ou pas, ça a été mesuré par l'Agence du tourisme de la Corse et par l'INSEE. L'impact des dépenses touristiques sur notre PIB régional est aux alentours de 31%, ce qui en fait un secteur d'activité majeur pour l'île. Cet impact, il est direct, indirect, et il y a des retombées induites dans d'autres entreprises, notamment je parlerai du commerce de manière générale et des travaux et bâtiments publics. Il faut noter aussi en Corse le poids de l'économie souterraine. Cette économie souterraine, il ne faut pas la relativiser, il faut au contraire en parler. Elle fait partie des éléments de préoccupation, étant donné qu'il y a un certain nombre de salariés qui sont rémunérés non officiellement, pour ne pas employer d'autres expressions, et un certain nombre d'activités qui ne sont pas toujours déclarées. Donc effectivement, ça peut poser problème, notamment pour les mesures de soutien. Alors, la partie concernant le tourisme. Bon, une catastrophe annoncée. On va voir ça. Alors, si on prend les éléments généraux, la plupart des compagnies aériennes ont annulé 90% de leurs vols. Ça, c'est sur le plan mondial et européen. Toutes les manifestations sportives, tous les événements sont annulés, à commencer par le plus important d'entre eux, les Jeux Olympiques de Tokyo. Voilà. Ils sont annulés et ils sont reportés d'un an, avec peut-être même une incertitude quant à leur organisation en 2021.
les frontières sont fermées pour l'ensemble des pays qui sont confinés. Les déplacements touristiques donc, ont connu une chute spectaculaire et ont quasiment disparu. Ou normalement, dans les pays confinés ou dans les régions confinées, ils ne devraient plus exister. Ce qu'il faut noter aussi, ce sont les foyers émetteurs de touristes internationaux qui sont les plus touchés. Les Européens, les Asiatiques, et notamment l'Asie de l'extrême-orient, l'Asie du Sud-Est, donc la Chine, le Japon, la Corée du Sud et tous les autres pays de la Thaïlande à l'Indonésie en passant par le Vietnam, sont touchés aussi par ce Covid, alors pas avec un impact énorme, mais en tout cas par des mesures de confinement importantes et de fermeture des frontières. Et ce qui est assez intéressant, alors vous allez voir que mon analyse, elle part d'un plan assez général, elle est multiscalaire, donc à plusieurs échelles, elle part d'un plan général pour arriver à un plan plus particulier qui est celui de l'entreprise en Corse. Mais c'est très, très important d'avoir ce recul. Si vous regardez la carte de la pandémie, bon, vous voyez bien que ce sont les pays qui sont les principaux fournisseurs de touristes internationaux qui sont les plus touchés. Même si l'ensemble du monde l'est, ça reste une réalité. Et si on compare cette carte de la pandémie avec les foyers et flux touristiques mondiaux, vous voyez bien immédiatement le parallèle. Donc c'est directement l'origine euh, qui n'existe plus, c'est-à-dire que les touristes internationaux, européens, américains du Nord et asiatiques, qui ont l'habitude de voyager, qui ont l'habitude de dépenser pour ce tourisme international, ne partent plus. Voilà, il est là le principal problème. Et la question, c'est quand vont-ils repartir? Voilà. Donc, on a un secteur à l'arrêt, avec des conséquences qui sont directes pour tout le monde, hein, dégradation de la trésorerie, endettement, baisse de la capacité d'autofinancement et d'investissement. Quels sont les lueurs d'espoir? C'est un petit peu ça, la question. Les lueurs d'espoir, il faut les chercher finalement, peut-être pas dans des certitudes, mais dans des modifications qu'il va falloir prendre en compte désormais. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps de penser à un nouveau modèle et peut-être qu'il va falloir l'intégrer. Certains parlent du monde d'après, je ne sais pas, ça, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra peut-être pas revenir en avant et ça, il va falloir l'intégrer dans nos modèles économiques. J'ai fait rapidement un petit tableau des menaces et des opportunités. Vous voyez, dans les menaces, on a la grande majorité des projets de voyage qui est annulée. Voilà, les réservations sont à l'arrêt. Il y en a certainement encore, mais elles sont pour l'instant suspendues. Et euh, seule finalement une reprise de ces réservations pourra confirmer les grandes tendances de l'été. Là aussi, on est sur des incertitudes. Et tant que les frontières seront fermées, tant qu'il n'y aura pas de liberté de circulation, ça sera compliqué. Voilà. Que l'on mette en place des systèmes avec les transports aériens réguliers ou avec les low cost, ça ne changera rien. Ce qui compte, c'est cette liberté de circuler. Et là, dans ces cas-là, les compagnies aériennes pourront repartir. Pour information, l'aéroport d'Orly est fermé pour plusieurs mois. Et c'est un élément important. C'est notamment la plateforme pour notre compagnie aérienne, Ergo, c'est pour toutes les personnes qui viennent de Paris. Les opportunités, euh, plus proches, plus locales, plus famille. Ça veut dire que si on doit tabler sur des clientèles, ce sont des clientèles de proximité, ce sont des clientèles locales et ce sont des clientèles plus familiales. Euh, qui risque de venir encore cet été? Effectivement, on parle de tourisme affinitaire. Certainement, tous les Corses de la diaspora vont essayer de venir, plus toutes les personnes qui ont des résidences secondaires. Et peut-être les, tous les Corses qui voudront peut-être redécouvrir l'île. C'est une question qu'on se pose. Est-ce que effectivement un Ajaxien sera amené à se déplacer pour consommer du week-end en hôtel en Haute-Corse ou à Bonifacio ou à Porto Vecchio? Voilà, c'est un peu la question qui se pose. Est-ce que c'est dans les habitudes? Ça n'est pas dans les habitudes, hein. Vous savez qu'en Corse, on a quand même la plupart du temps un village et que très souvent l'été, les Corses sont plutôt friands de se rendre dans leur village et de profiter de leur famille et de leurs amis, plus que
plus que d'aller visiter d'autres régions de Corse. Mais tout est envisageable avec cette situation. On parle de le besoin de vacances au bord de la mer. Les destinations côtières vont être privilégiées. On parle aussi de retour à la campagne et de consommation frugale. Ça veut simplement dire une modification du niveau de consommation, donc des dépenses. On pense que c'est peut-être le moment, l'opportunité de proposer une nouvelle offre basée sur l'écotourisme et l'économie circulaire, donc avec les circuits courts. Alors, c'est pour vous donner des idées, effectivement, peut-être en restauration. Je crois qu'il va falloir vraiment revoir la façon de fonctionner sur le plan écologique, sur le plan de la gestion des déchets, sur le plan de l'utilisation des énergies, sur le plan de la participation du client à des actions responsables et écologiques. Ça fait partie de la réflexion. Et c'est peut-être une opportunité. Voilà. L'incertitude, il y en a encore beaucoup. Qu'en est-il de l'ouverture des frontières? Qu'en est-il du retour à la confiance sanitaire? C'est-à-dire le fait qu'un certain nombre de personnes vont avoir peur. Est-ce qu'elles vont conserver cette angoisse? Je crois que sans retour à cette confiance, on ne pourra pas faire grand-chose. Et il va falloir retrouver cette confiance de repartager ce que je disais tout à l'heure, des moments conviviaux, des moments de groupe. Hein. La motivation va-t-elle être retrouvée? Est-ce que le budget sera au rendez-vous aussi? Voilà, hein, une autre question. Certainement, ça va prendre du temps. C'est pour ça que je crois que ces trois derniers éléments, confiance, motivation, budget, sont importants pour nous montrer que pour la saison à venir, à très court terme, on n'est pas certain de retrouver ces trois éléments. Voilà. Et je ne parle pas de l'ouverture des frontières, c'est encore une autre question. Sur l'incertitude sanitaire, on est toujours sur la connaissance insuffisante du virus. Pour retrouver la confiance, c'est compliqué. Bien sûr, sur une inégale répartition et accès aux moyens et matériels de prévention comme de soins. Il y a toujours ce risque d'une deuxième vague pandémique, mais je pense qu'au mois de mai, on va le savoir. On va le savoir assez rapidement, parce que si on retourne en confinement ou pas, finalement, on aura la réponse. Et puis, il y a la question des pays en voie de développement. Ça, c'est pour une question plus longue, plus lourde, plus profonde. Des continents comme l'Amérique du Sud ou comme l'Afrique sont faiblement touchés pour l'instant, mais connaissent des mesures de confinement importantes pour éviter cette propagation qui serait désastreuse. Et que va-t-il devenir finalement de leur économie qui est déjà extrêmement souffrante? Ça risque de poser d'énormes problèmes, et notamment des problèmes d'appauvrissement dans un certain nombre de ces pays. Voilà. Ça sera encore un sujet à débattre. Alors, un exemple d'incertitude que je voulais vous partager, c'est ce temps de survie du virus sur les surfaces. Vous voyez, il a été estimé pour l'instant, donc on est sur des estimations. On n'a pas, là aussi, de confirmation. Alors, l'éternuement, voilà, on pense que ça va jusqu'à 4 mètres. Sur la peau, ça tient 15 minutes. Donc, effectivement, se laver les mains, c'est important. J'en reviens, je voulais faire un petit point aussi au passage sur la question des gants. Les gants sont des facteurs de contamination, car effectivement, on pense qu'ils nous protègent. Or, avec ce système, finalement, le gant, on le contamine et on se contamine soi-même car on pense qu'il est protecteur. En fait, on s'est rendu compte que la meilleure des protections, ça reste de se laver les mains. Donc, il faut que pour toutes vos entreprises, vous ayez du gel hydroalcoolique disponible pour vos salariés et pour les clients. Voilà, ça c'est extrêmement important. Mais regardez, vous avez vu, apparemment, vous voyez bien, sur le plastique, ça peut durer entre 6 à 9 jours. Sur le fer, le métal, l'acier, ça peut rester entre 4 et 5 jours. C'est ça qui pose problème. Et donc, ça veut dire mettre en place des mesures de désinfection et de nettoyage systématiques des différents éléments de vos infrastructures. Voilà. Et partout où passe le client, il faut nettoyer. Ça veut dire que ça rallonge le temps de travail d'un certain nombre de personnels et ça rallonge bien évidemment le parcours du client. L'incertitude politique. Bon, je pense que vous êtes assez informés, je la rappelle. La sortie du confinement, on parle du 11 mai, mais elle n'est pas la même pour tout le monde.
pour tous les États européens. Ce ne sont pas les mêmes dates. Certains vont choisir un confinement strict et long euh, ou de laisser fermer les écoles pendant très longtemps. D'autres non. D'autres vont choisir ce qu'on appelle le stop and go, c'est-à-dire plusieurs phases de confinement, de déconfinement et de reconfinement. Et certains pays, comme la Suède par exemple, ont choisi l'immunisation collective en se basant beaucoup sur le comportement des gens. Regardez, voilà ce que serait une politique de stop and go, hein, donc avec des, euh, des phases alternées de déconfinement et de reconfinement qui permettent effectivement d'alléger les mesures au fur et à mesure et d'avoir un déconfinement progressif, pardon. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne chose pour nos activités. Euh, Pareil, vous pouvez retrouver le calendrier des levées partielles du confinement dans tous les pays d'Europe. Vous voyez bien que ce ne sont pas les mêmes dates. Et nous avons là un élément de réflexion aussi par rapport au déplacement touristique. Et au moment de... N'oublions pas hein, que le tourisme, c'est quand même beaucoup lié à la préparation du voyage. Donc, il y a toujours des difficultés entre le moment de la réservation et le moment du déplacement. Beaucoup de personnes aiment prévoir très à l'avance. Donc, la question, c'est toujours de savoir ce qu'elles vont prévoir et quand elles sont dans des incertitudes. Et surtout, quand vous avez une clientèle qui vient de différents pays, vous voyez bien qu'on n'a pas les mêmes dates. Donc, chaque personne dans chaque pays va mettre en place son système de réflexion par rapport à son projet voyage et finalement va agir en fonction des informations qu'ils auront et en fonction des mesures qui seront prises dans leur pays. Ce qui, nous, en termes d'activité réceptive, posera peut-être un problème puisqu'on n'aura pas de certitude quant à leur venue. Voilà. Bon, je vous ai mis aussi sur le diaporama le déconfinement de A à Z avec toutes les procédures. Vous pourrez le récupérer, vous l'aurez. L'incertitude économique et sociale, donc un certain nombre de risques et de menaces. On en a déjà parlé, mais il faut bien comprendre que là aussi, on est dans une grande difficulté de prévoir. Voilà. De prévoir quelque chose. Les risques sont importants parce qu'ils sont liés à la trésorerie. Les risques sont importants car ils sont liés aux charges d'exploitation. Et tant qu'on n'a pas de certitude de ce point de vue-là, on ne peut pas prendre des mesures. Voilà. La crise économique, elle est immédiate. Voilà. Elle est liée à la mondialisation. Et il y a beaucoup de risques qui annihilent finalement l'espoir d'une reprise rapide. Les risques de faillite, les risques de chômage à long terme, les risques d'inflation. Voilà, l'inflation, la hausse des prix, c'est une des conséquences possibles, à court terme et à long terme. Il y a un risque de crise financière sur le long terme. Il y a peut-être des risques de pénurie. Plus on tarde dans le confinement et à la reprise des activités des usines, plus on peut avoir des risques de pénurie de biens de consommation courante, des pénuries de médicaments. Voilà, c'est un peu ça le, le souci à l'heure actuelle. Et il faut bien le comprendre. L'incertitude, elle est aussi commerciale. Voilà. Quel va être le comportement des clients et plus particulièrement des touristes? Grande question. Est-ce qu'ils vont avoir envie de retourner au restaurant? Est-ce qu'ils vont avoir envie d'aller à l'hôtel? Est-ce qu'ils vont avoir envie de partager des moments? Je pense notamment à l'animation euh, aux piscines, aux animations dans les hôtels clubs, dans les campings. Est-ce qu'ils vont avoir envie? Est-ce qu'ils vont avoir cette motivation? Voilà, c'est un petit peu la question. Et pareil, le facteur financier est important. Est-ce qu'ils vont avoir le budget? Est-ce qu'ils vont le consacrer, ce budget, à ce loisir, hein, qu'est les vacances? Le facteur psychologique, il est important aussi, hein. Les craintes, l'appréhension, bref, le facteur confiance, le retour de la confiance, c'est l'élément le plus important. C'est l'élément le plus important. Vous connaissez le syndrome du restaurant vide, hein. Est-ce que les clients auront l'envie, est-ce que les clients auront le désir de consommer? Voilà. Et le désir d'aller dans un restaurant qui est à nouveau vivant, animé, etc., etc. Voilà. C'est un peu cette question.
Donc, ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas, je vous ai mis rapidement, le tourisme ne sera pas international. Est-ce qu'il y aura un retour à la normale? On pense qu'au niveau national, 20% de professionnels ne s'en relèveront pas. Qu'en est-il du commerce électronique et du tourisme collaboratif? Le commerce électronique, bien sûr, ça va être l'élément clé, là. Comment vont évoluer les comportements de consommation? Que va-t-il se passer en termes d'ouverture de frontières et aussi en termes de transport? Voilà. Ça, ce sont des questions fondamentales. Hein. Vous avez des risques. Alors ça, ce sont des éléments que j'ai récupérés auprès de la Banque de France, voilà, qui vous parle des risques en sortie du confinement. Voilà, avec une offre de service qui sera durablement réduite, une demande qui sera elle-même très peut-être limitée. Voilà. Cette question-là, elle est importante à soulever. Quelques pistes maintenant pour une reprise d'activité. Alors, comment allier activité avec des mesures sanitaires obligatoires? Comment penser la reprise? Comment conjuguer charges d'exploitation élevées, car le tourisme est une industrie de main-d'œuvre, et activité réduite avec des contraintes et le manque de clients? Voilà, clairement, c'est cette question-là à laquelle vous allez essayer de répondre. Donc vous devez concilier d'une part une activité qui sera certainement réduite parce que vous devrez mettre en place des mesures sanitaires. J'en ai déjà parlé d'un certain nombre, je vais y revenir assez rapidement, mais je vais y revenir. Euh, Toute la question se pose aussi pour les entreprises saisonnières. Comment faire? Comment euh, la meilleure des réponses, c'est la confiance. Mais vous avez bien vu que pour avoir la confiance, il faut avoir des certitudes. Donc, le mieux, c'est que vous montriez, c'est qu'une entreprise doit montrer à ses clients une gestion assumée et visible de la crise. Euh, Là-dessus, la communication sera importante, au même titre que les mesures que vous prendrez sur le plan sanitaire. Voilà. Euh, Redonner confiance, mettre en œuvre des règles sanitaires, définir une stratégie et prévoir une activité réduite et à distance. Voilà. Je crois que là, ce sont les principales pistes que vous devez explorer et mettre en œuvre le plus rapidement possible. Un certain nombre de restaurants ont déjà mis en œuvre des éléments qui sont importants. Ils ont déjà mis en œuvre des drives, des systèmes de livraison, des épiceries à l'intérieur avec un système de commande à distance. Je crois que tout ça, ce sont des éléments qu'il va falloir vraiment appliquer. Mettre en œuvre des règles sanitaires, là, vous avez, alors dans nos professions, notamment hôtellerie, restauration, je pense aux normes HACCP, il y a déjà des règles sanitaires qui sont existantes et qui sont efficaces et qu'il va falloir encore communiquer auprès des clients. Mais je crois que là, il faut mettre en œuvre des règles sanitaires qui sont particulièrement liées au Covid-19 et je vais y revenir. Quant à la stratégie, je crois que sur la stratégie produit, qui dit mise en œuvre d'un référentiel sanitaire dit mise en œuvre d'une démarche qualité. Et donc vraiment, votre offre de service, votre serviction, c'est-à-dire votre service auquel le client participe, que ce soit une nuitée en hôtellerie, un repas dans un restaurant, un voyage à forfait par une agence de voyage, votre offre de service, votre prestation doit être de qualité et n'oubliez pas que la qualité, c'est d'abord la perception du client. C'est le client qui perçoit la qualité. Ce n'est pas l'entreprise. L'entreprise essaye de mettre en place les éléments pour que cette qualité soit effective et aussi perçue comme telle par le client. Voilà. Ça, c'est important que vous puissiez le noter. Le prix, là aussi, je crois qu'il va falloir faire un effort sur le prix. Je crois que ce n'est pas le moment d'augmenter les prix, ce n'est pas le moment d'augmenter les marges. Au contraire, c'est le moment peut-être de faire profiter aux clients de tarifs considérés comme promotionnels. Et je crois qu'il y a un effort à faire sur le prix. Vous voyez, donc c'est très difficile après en termes de gestion et en termes de performance. Hein. La communication, complètement, cette communication, elle doit être axée sur la gestion de la relation client et elle doit être axée sur une communication à distance, donc les réseaux sociaux. Je crois que c'est une des conditions primordiales pour la reprise. Voilà. Je vais y revenir. Donc,
il faut tabler, si vous reprenez, sur une activité réduite et à distance. Je crois qu'on ne peut pas, on ne peut pas faire autrement. Autre élément plus concret, je vous ai mis 3 slides sur estimer et chiffrer les besoins. Je crois que ça, c'est techniquement ce qu'il faut faire. Vous rapprochez bien sûr de votre expert comptable qui, lui, est spécialiste pour vous aider à chiffrer votre, votre stratégie, hein, entre guillemets. Mais bien sûr, pour que votre stratégie et la décision que vous preniez soient efficaces, il faut chiffrer les besoins. Il faut les estimer. Je crois que vous ne pouvez pas vous en passer. Ça fait partie du travail indispensable à réaliser. Vous ne pouvez pas prendre de décision si vous n'avez pas d'éléments chiffrés, même s'ils sont estimés. Voilà. Alors, les 3 tableaux que je vous donne vous permettent d'avoir cette réflexion avec l'estimation d'un chiffre d'affaires, d'un montant de perte, des questions que vous pouvez vous poser sur vos charges. Bref, quand vous aurez le diaporama, vous aurez le loisir de le faire. Je suppose que vous l'avez déjà fait, mais je préfère le rappeler car c'est extrêmement important. Et vous pouvez aussi vous rapprocher de votre expert comptable pour avoir les éléments les plus précis possibles. Je crois qu'il faut vraiment savoir sur quoi tabler pour pouvoir repartir. Pour les agences de voyage et les tour opérateurs, bon, je crois que là, la situation est compliquée. Je parle d'une situation suspendue, hein, car les annulations de voyages sont massives. Juste pour rappel, il y a à peu près 9 millions de Français qui sont partis à l'étranger en 2019. C'est pour vous donner l'idée du nombre de personnes qui ne partiront pas, donc, et qui peuvent partir effectivement en France et qui peuvent venir en Corse. Donc il y a un potentiel, mais y compris pour les agences de voyage. Pour les réceptifs, le problème, c'est que le tourisme d'affaires est extrêmement impacté parce que toutes les manifestations événementielles sont annulées et peut-être pour longtemps. Et là, c'est une grande difficulté pour le tourisme d'affaires, donc il va connaître un gros souci. Et les agences de voyage qui ont un service réceptif vont souffrir. Et la question, ça sera de savoir comment concilier cette perte d'exploitation avec une reprise possible et progressive ou une fermeture ou un maintien des activités à minima. Voilà. Je crois que là, il faut privilégier pour toutes les agences de voyage et tour opérateurs, il faut privilégier le travail à distance ou alors un travail sur rendez-vous en agence et essayer de s'adapter à la reprise. Voilà. Et ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. On parle d'un retour à la normale quand même pour 2022, voire 2023 concernant le tourisme international et le tourisme d'affaires. Les actions préconisées sont toujours les mêmes, hein. C'est la gestion de la relation client. L'urgent, c'est de mettre en place un télétravail, c'est d'essayer de trouver des offres promotionnelles et de travailler avec sa clientèle habituelle. Pour la trésorerie, bon, ben, c'est l'estimation de vos besoins et peut-être le fait d'être obligé de repasser par une avance de trésorerie, une avance remboursable, comme ce qu'a fait la CADEC par exemple, et la BPI, et puis prévoir un scénario de reprise plus intéressant pour l'année prochaine. Voilà. Je crois qu'il faut établir des scénarios et des prévisions sur 3 ans, avec un scénario optimiste et un scénario pessimiste. Pour ça, le mieux, c'est de se rapprocher de votre expert comptable. Et c'est intéressant de travailler là-dessus, de mettre en place ce qu'on appelle des comptes de résultats prévisionnels sur 3 ans et à court terme, un plan de trésorerie d'ici à décembre 2020. Voilà. Bon, je suppose que vous l'avez fait hein, ou vous êtes en train de le faire. Mais je préfère le rappeler car c'est fondamental. Pour les hébergements marchands, alors ce que j'entends par hébergement marchand, je parle d'hôtellerie, je parle d'hôtellerie club, je parle de camping, hein, d'hébergement de plein air, je parle de gîtes ruraux, de chambres d'hôtes. Je crois que la question qui se pose pour la saison à venir, c'est d'ouvrir ou de fermer, hein, ou de rester fermé. Ça, c'est une question qui est importante. L'option de l'ouverture, finalement, c'est de se dire on ouvre partiellement quelques chambres
une partie d'une terrasse de restaurant pour amorcer la pompe, notamment au niveau de la trésorerie, mais il faut vraiment fonctionner à minima, c'est-à-dire avec le minimum de personnel, car le chiffre d'affaires sera forcément réduit. Le risque d'une ouverture cette saison, c'est très clair, hein, c'est le risque d'une perte d'exploitation avec des charges qui seront trop élevées par rapport à un taux d'occupation qui sera insuffisant. Voilà, clairement, ça c'est le risque. Euh, D'après tous les éléments qu'on a pour l'instant en notre faveur. Alors, je rappelle que la décision n'est pas à prendre tout de suite, puisqu'on saura d'ici à la fin du mois de mai ou du mois de juin ce qui va en être de l'ouverture des plages, ce qui va en être du transport aérien et des transports notamment intra-nationaux, des vols domestiques pour la France. Donc on aura d'autres éléments. Mais quels que soient les éléments, il faut partir sur le fait que la saison ne sera pas complète, il manquera beaucoup de clients et que donc vous fonctionnerez avec des recettes, donc un chiffre d'affaires faible. Donc si vous devez ouvrir, pour amorcer la pompe, il faut le faire avec un minimum de charges de personnel. Donc ça veut dire un minimum de charges d'exploitation. Voilà. L'autre option, c'est de fermer. Alors, fermer l'établissement pour la saison, ça ne veut pas dire rester inactif, bien sûr, vous le savez, ça veut dire se préparer pour la saison prochaine. Certes, vous aurez plusieurs mois avec un défaut de trésorerie, mais vous n'aurez pas de charge d'exploitation. Donc ça veut dire que ça se mesure par rapport à vos charges fixes habituelles. Et vous pouvez travailler sur un plan d'investissement par l'endettement avec un pari sur un retour à la croissance touristique pour la saison prochaine. L'intérêt d'une fermeture, c'est de limiter les pertes d'exploitation à court terme. Donc ça veut dire que vous savez exactement d'ici à décembre 2020 quelle va être votre situation et quels vont être vos déficits, si éventuellement il y en a. Mais vous n'allez pas les creuser par une exploitation qui sera plombée par le manque de clients et le manque de dépenses, de consommation. Là, il y a peut-être une question, hein, c'est le modèle économique de l'hôtel représente une marque hein, et une qualité de service. C'est un atout. Hein. Je pense que les hôtels sont les mieux placés, et les restaurants aussi, les professionnels sont les mieux placés pour communiquer sur le fait qu'ils sont capables de maîtriser la dimension sanitaire et donc capables de rassurer les clients. Voilà. Pour les hébergements de type gîtes ruraux et chambres d'hôtes, la question justement sera de se mettre à niveau pour restaurer la confiance des clients, mais ce sera peut-être plus facile pour les gîtes ruraux et les chambres d'hôtes et même tout le système de la location, ça sera peut-être plus facile d'obtenir des clients cette saison, même s'ils seront moins nombreux, parce qu'ils auront peut-être, et ça c'est pas sûr, vous voyez, j'en suis pas certain, mais ils auront peut-être oui, ils auront peut-être une réponse qui correspond à ce qu'ils veulent, c'est-à-dire ils vont se dire, bon, un gîte, on est seul, on n'est pas mélangé avec d'autres personnes. Donc finalement, ça sera peut-être plus simple. Mais encore faut-il que les propriétaires de gîtes et de chambres d'hôtes soient capables de prouver leur efficacité dans la gestion des conditions sanitaires. Voilà. Alors, bon, les pistes, hein, vous pouvez ouvrir la moitié des chambres, vous pouvez louer les chambres un jour sur deux. Bon, je vous conseille d'aller sur la revue L'Hôtellerie-Restauration qui est très, qui a qui réfléchit beaucoup hein, où tous les professionnels partagent des éléments et des exemples euh, de ce qu'on peut mettre en œuvre. Je pense que c'est le moment de faire preuve de créativité. Pareil, hein, comment vous allez faire? Il faut réguler les flux. Vous avez une piscine à gérer. Je pense que on ne peut pas décemment ouvrir la piscine facilement, mais on ne peut pas non plus la fermer si vous êtes ouvert. Donc, peut-être qu'il va falloir la réguler la fréquentation, mettre des heures, limiter le nombre de personnes. Bref, ça va demander aussi. Le problème, c'est que ces mesures-là demandent en même temps du personnel. Vous voyez? Alors, on est dans la contradiction de se dire on limite les charges d'exploitation, mais il faut du personnel pour mettre en place ce fameux référentiel sanitaire. Vous voyez? Donc, il faut qu'il y ait des procédures de nettoyage et de désinfection. Vous n'avez pas besoin d'un guide particulier pour ça. Je crois qu'il faut nettoyer au fur et à mesure.
le seul référentiel possible à mettre en place et à communiquer hein, par des affiches, il faut une signalétique interne à vos établissements. Euh, c'est vraiment d'impliquer le client à respecter les gestes de protection et de prévention et vous-même à désinfecter et nettoyer au fur et à mesure les chambres, les tables et ainsi de suite. Voilà. Donc je pense que tout ceci, c'est parfaitement faisable. Voilà. Hein, mais il faut le faire. Et surtout, il faut le montrer, il faut le communiquer. Pour la restauration, c'est pareil. Rien ne sera plus du tout comme avant du côté des clients. Là aussi, la meilleure formule, c'est peut-être d'ouvrir une formule drive traiteur. Hein, tant qu'il y a le confinement, c'est intéressant d'essayer de mettre en place cette formule. Pour cela, il faut une communication via les réseaux sociaux. Sans réseaux sociaux, vous ne pouvez pas mettre en place un travail à distance. Si vous ne l'avez pas, il faut le mettre en place. Et c'est très long pour avoir des abonnés, pour avoir des personnes qui vous suivent. Et c'est l'outil de communication vraiment qu'il faut mettre en place. Téléphone, site internet, réseaux sociaux, il faut que vous soyez proche de vos clients et il n'y a que comme ça que vous pourrez obtenir des ventes et donc des réservations de plats notamment. Il faut peut-être aussi diversifier les thématiques, essayer d'avoir, en plus des règles sanitaires, essayer d'avoir un travail sur votre production culinaire. Voilà. Réorganiser les tables, privilégier la terrasse extérieure, limiter le temps de présence. On pense que ça serait bien par exemple, de diviser par deux le nombre de tables, de pouvoir les séparer nettement. On pense que ça serait bien de limiter le temps de présence de 45 à 60 minutes, comme c'est déjà fait dans des pays d'Asie, notamment et en particulier au Japon. Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est effectivement réduire la terrasse, mais multiplier le nombre de services. Et ça, c'est une possibilité. Peut-être qu'à midi, pour compenser la perte de clients, on peut essayer de faire 3 services au lieu d'un seul. Vous voyez, il y a des possibilités et on peut les trouver. Pour les procédures sanitaires, bien sûr, le port obligatoire du masque, c'est une question qui se pose. Est-ce que le client va pouvoir manger avec un masque? Non. En revanche, le personnel aura un masque. Euh, il va falloir le rendre obligatoire. Est-ce que vous allez prendre la température quotidienne du personnel et des clients et interdire l'entrée de l'établissement aux personnes qui sont fiévreuses? Ça, c'est une question. En revanche, le gel hydroalcoolique doit être présent partout, pour les clients et pour le personnel. Le nettoyage doit être systématisé. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un salarié qui soit chargé de nettoyer les portes, les comptoirs, les tables, les chaises, les poignées, les toilettes, les cuisines, mais après le passage de chaque client quasiment. Vous imaginez la procédure et sa lourdeur. Hein. Après, il y a la question des matières d'œuvre et des stocks. Euh, un risque de gaspillage, un risque de coûts qui sont inhérents à cette gestion. Je crois qu'il faut simplifier les cartes. C'est en tout cas ce qui ressort de pas mal de partage d'expérience. Il faut simplifier les cartes et essayer de travailler sur les liaisons froides. Là, les systèmes de congélation, les systèmes de chambre froide, si vous n'en avez pas suffisamment, hein, il ne s'agit pas d'avoir un bac de congélation, il s'agit d'avoir un vrai système de liaison froide. C'est peut-être une des solutions pour gérer beaucoup mieux vos stocks et vos matières d'œuvre. Voilà. Bon, pour la vente à emporter, si vous faites de la vente à emporter, vous ouvrez donc un système de traiteur et, de, de vente à distance dans votre restaurant. Il faut un espace dédié. Alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi pas mettre un espace dédié avec une formule épicerie. Hein, et bien évidemment, avec une livraison sans contact. Hein. Donc une zone de livraison. Pareil, le livreur et la livraison doivent être formés à ce principe de non-contact. Je crois qu'il faut respecter une distance de 2 mètres. Le livreur doit poser le sac ouvert avec le repas qui soit dedans. Il faut prévenir le client de son arrivée. Bref, vous avez des procédures à mettre en place avec votre personnel, hein, qui est important. Mais tout ce que vous mettez en place comme procédure, je le rappelle, il faut le communiquer à vos clients. Hein. Ça, c'est important. Si quelques conseils en vrac, hein, communiquer. Voilà. Je crois que c'est très important d'annoncer votre système, vos procédures, votre système de vente à emporter.
si vous le mettez en place, communiquez sur votre restaurant et sur les mesures que vous mettez en place. Après, le moyen de communiquer, je pense que les réseaux sociaux, il faut accroître votre présence, il faut renforcer le contact avec votre communauté. Et puis, il faut tester de nouvelles choses, peut-être faire des lives vidéo, peut-être présenter des recettes avec des actions, mener des actions solidaires, mener des actions contre le gaspillage. Bref, communiquer via les réseaux sociaux. Vous pouvez communiquer aussi par l'innovation et par l'événement. Vous créez de l'événement, vous créez du buzz. Par exemple, pourquoi pas un plat, une formule, une recette de cuisine pour célébrer la fin du confinement. Pourquoi pas organiser des semaines spéciales ou thématiques avec des recettes. Proposer des, comme le font les commerçants qui habituellement, notamment dans les concept stores, proposer ce qu'on appelle des collections capsules qui seraient hebdomadaires. Bref, ce lien hebdomadaire et quotidien avec vos clients, ça rejoint la gestion de la relation client. C'est important, c'est fondamental si vous voulez reprendre et si vous voulez faire perdurer votre affaire. Conseil numéro 4, travailler à distance. Oui, je crois que tout ce que vous pouvez faire à distance, c'est le mieux. Tout ce que vous pouvez faire par vous-même, c'est le mieux. Et bien évidemment, écologique. Il faut renforcer votre côté responsable et incarner des valeurs écologiques, pas simplement en termes de communication, mais aussi en termes d'action. Je crois que ça reste un élément incontournable pour une reprise, en sachant que rien ne sera plus comme avant. Je vous montre quelques photos. Voilà, imaginez pour des plagistes ce que donnerait donc la distanciation sociale euh, sur une plage. Voilà. Donc effectivement, on divise par un certain nombre le nombre de, de locations. Imaginez être servi au restaurant donc par un serveur qui sera soit avec des gants pour rassurer le client, soit avec à main nue mais avec un masque, tout en respectant la distanciation. Est-ce que sur cette photo il la respecte? Je ne sais pas, c'est une question. N'oubliez pas que c'est le client qui perçoit. Vous mettez en place des mesures, vous essayez de faire en sorte qu'elles fonctionnent, mais c'est le client qui perçoit si vous êtes sérieux dans la mise en œuvre de ces mesures sanitaires et si il peut être rassuré. Voilà, une brigade de restaurateurs, de serveurs, de cuisiniers qui attendent les clients. Là aussi, on a une pièce qui est confinée, c'est un élément de propagation. Est-ce que ça donne envie? Voilà, c'est un peu la question que je me pose. Est-ce que les clients vont avoir envie de retourner dans des restaurants qui sont gérés de cette façon-là? Est-ce que les clients auront envie de participer à des animations? Comment faire quand on est à un hôtel club ou à un camping pour l'animation? En sachant que ce sont des événements qui rassemblent du monde et qui forcément sont euh, à risque. Donc, quelle que soit l'activité, hein, je vais terminer là-dessus, estimer, anticiper et innover. Voilà. Estimer et évaluer, ça c'est pour votre situation. Il est important que vous fassiez le point sur votre situation, votre trésorerie, vos capacités à tenir. Vous ne pouvez pas prendre de décision si vous ne l'avez pas fait. Ensuite, bien sûr, anticiper avec les éléments d'information que vous avez au maximum, mais dans un contexte d'incertitude, il n'y a pas de stratégie optimale. L'objectif, c'est de décider en prenant en compte tous les éléments qui sont à votre disposition. J'espère que j'aurais pu vous en donner quelques-uns. Ces éléments, il faut les déterminer avec le plus de rigueur possible. Je crois que faire un compte de résultats prévisionnel, un plan de trésorerie, estimer vos besoins en termes d'investissement et de financement pour l'année prochaine, faire preuve de créativité, innover peut-être dans votre séduction et dans votre métier. Certains ont cherché à savoir si des vitres plexiglas pouvaient être intéressantes pour séparer les tables d'une terrasse. Bon, ben, ça fait partie des éléments techniques d'innovation de votre affaire. Le maître mot, je crois que c'est redonner confiance et faire évoluer son modèle économique. Je crois que c'est sur ces deux axes-là que vous pouvez passer le cap et tenir jusqu'à la reprise. Parce qu'il y aura une reprise. Il y aura une reprise. La seule question, c'est à quel moment. Je termine là-dessus. À la fin du mois de mai, un certain nombre de mesures encore seront annoncées, notamment jusqu'à d'ici à début juin.
pour savoir, pour les plages, pour les vols, pour le transport aérien. Donc peut-être que nous aurons une clientèle cet été pour la saison. À partir de quand viendra-t-elle? Je suppose juillet, août. Mais ce qu'on ne sait pas, même si les éléments sont favorables, même s'il n'y a pas de reconfinement, même s'il n'y a pas de deuxième vague épidémique, ce qu'on ne sait pas, c'est à quel niveau elle reviendra, en sachant que ce sera une clientèle continentale. De toute façon, on est habitué en Corse, hein, 70% de notre clientèle habituelle est continentale. Le, et si elle consommera de la même façon. Voilà. Donc je crois que la confiance, c'est fondamental. Là, une stratégie, quelle qu'elle soit, fermer, ouvrir partiellement, diminuer le nombre de salariés, et puis surtout faire évoluer son modèle économique. Je crois que c'est le moment de le faire évoluer pour, notamment pour tout ce qui est écotourisme. Je crois qu'on n'est pas encore assez ancré là-dessus pour se différencier des autres destinations touristiques en Méditerranée notamment. Et peut-être que cette période, malheureusement, est une opportunité. Voilà. Hein. Je pense que, voilà, bon, je montre cette affiche sur ce qu'était le monde d'avant. J'espère qu'on le retrouvera aussi, bien évidemment, en partie. Et je vous ai mis quelques liens complémentaires dans le diaporama sur le protocole national de déconfinement, un article sur e-tourisme sur ce que peut être une destination touristique avec 100 km de rayon, un article sur la presse professionnelle Tour Hebdo, à quoi ressemblera le tourisme après le 11 mai. Bon, suite que vous n'aurez pas d'éléments d'information, je vais dire, plus précis, hein, mais euh, c'est la réflexion qui est importante. Là, hein. Et puis un article dans l'hôtellerie-restauration, je vous engage à aller les voir et à travailler là-dessus avec je l'espère, succès. Voilà. Euh, c'est terminé pour mon intervention. Je ne sais pas s'il y a un certain nombre de questions. Alors, j'ai récupéré un certain nombre de questions qui m'ont été posées via le site au moment de votre inscription. Je les récupère, je vous dis ce qu'il en est. Alors, dans les questions qui m'ont été posées, alors l'Agence du tourisme de la Corse, quelles sont les mesures que va prendre l'ATC pour sauver l'hôtellerie, la restauration, les hébergements de plein air et les agences de voyage euh, auront droit à de nouvelles assises du tourisme avec un énième livre blanc du tourisme insulaire, etc. Je pense que ben, l'ATC, il faut revenir à ce qu'est l'ATC. Je crois que le travail de l'ATC, ça reste quand même un travail de promotion de la destination. Je crois que le meilleur travail de l'ATC, c'est d'assurer la promotion de la destination corse. Voilà. Et de communiquer. Effectivement, il y a des éléments importants hein, pour, pour aider les entreprises, mais ça n'est pas Je rappelle complètement Alex. sans. Oui, j'ai peut-être une question, non, je ne sais pas. Ce n'est pas forcément le mieux. Hein. Je crois qu'on doit pouvoir se sauver euh, nous-mêmes déjà en tant que professionnels par ce positionnement stratégique qui est de revoir notre modèle. Je ne peux pas vous dire, on est dépendant des low cost, on est dépendant de l'accès aérien. Plus on aura de transport aérien avec des lignes directes, mieux ce sera, bien sûr. Mais je crois que pour que les clients viennent, vous savez, ça fait déjà 12 ans qu'on est à 3 millions de visiteurs par an. Ça veut dire que ça fait 12 ans qu'on n'a pas bougé. Globalement, qu'on offre qu'on a la même offre de service pour le tourisme en Corse. Donc, c'est peut-être le moment de réfléchir à ça. En tout cas, c'est ce que je vous pose comme question et comme problématique. Hein, c'est de, de remettre en question, alors remettre en question le modèle touristique de la Corse, ça ne viendra pas que de la CDC, ça ne viendra pas que de la TC, ça ne peut pas venir simplement du fait qu'il y ait des institutionnels qui nous disent, voilà, il faut faire comme ça, on décide que ce sera de l'écotourisme, etc. Non, je crois que ça vient aussi par un travail de l'entreprise euh, euh, vraiment important sur comment, dans ma création de valeur, comment dans mon business, je peux répondre à une demande qui est évolutive, comment je peux me positionner par rapport à un marché qui est très compétitif. Hein. Dites-vous bien que ce qui est intéressant pour nous, ce sont quand même les clients qui viennent le plus loin possible.
Donc les touristes qui viennent d'Europe du Nord, d'Europe centrale, et pourquoi pas d'autres continents. Et pour les attirer, vous savez, eux, ils ont le choix. Déjà, rien que pour les îles méditerranéennes, ils ont le choix, hein. La Sicile, la Sardaigne, les Baléares, qui font nettement plus que nous en nombre de visiteurs. Donc ils ont vraiment le choix. Et ce sont ces clients-là qui sont importants. Ce sont eux qui consomment de l'hôtel. Ce sont eux qui consomment des restaurants. Ce sont eux. C'est très bien d'avoir toutes les formes de tourisme, mais cette forme-là, c'est celle qui permet à nos entreprises d'être le plus euh, performantes. Et donc, je pense que pour les attirer, il est temps qu'on puisse faire évoluer notre modèle, et ça viendra des entreprises. En tout cas, c'est ma croyance. Voilà. Je ne sais pas si j'ai d'autres questions. Euh, Je pense que on a fait le tour, hein, pour aujourd'hui. Écoutez, en tout cas, je vous remercie pour votre présence. J'espère avoir donné un certain nombre d'informations. Je regarde voilà, sur le chat si j'ai eu d'autres questions. Non. Et puis, sachez que en fonction de vos demandes, on peut vous transmettre le diaporama complet de cette intervention. Et puis, on essaiera de reproduire ça régulièrement, peut-être avec des circonstances meilleures pour pouvoir échanger. Je pense notamment à des échanges sous la forme de séminaires, mais pour l'instant, c'est ce format-là qui nous paraissait intéressant à nous, au CFA et à l'Université de Corse. Et n'hésitez pas à nous contacter. Et je vous remercie encore une fois de votre présence. Voilà.